les gars, ça va être le podcast des éclopés finis. Comment ça va, Moss? Eh bah écoute, je suis un peu malade, ce qui m'arrive à peu près une fois par an, mais ça va. Bah voilà, c'est tombé sur aujourd'hui. Ouais. Voilà, moi aussi je suis un peu malade. Alors on s'est pas concerté. On aurait peut-être dû pour faire deux podcasts avec seulement un qui est malade plutôt qu'un avec les deux qui sont malades. Mais tu sais, il y a un petit côté, tu sais, à la fin du règne de Louis XIII, quand il était très malade, on le déplaçait en brancard et Richelieu aussi. Et à un moment, il y a les mecs ont fait un rendez-vous où on les portait sur des brancards pendant qu'ils parlaient, tu vois. Je pense qu'ils étaient tous les deux à l'agonie, tu vois. Et on a appelé ça l'entrevue des brancards. Et ça va être un petit podcast en mode entrevue des brancards. Voilà, je pense que nos abonnés seront heureux de notre notre fidélité et notre engagement pour eux, parce que même malade, on va faire des podcasts. C'est incroyable. Bon, après, en même temps, honnêtement, on fait un podcast par semaine. C'est normal qu'il y ait des semaines où on soit plus en forme que d'autres. C'est pas forcément choquant. Ouais, et tout à fait. il se trouve que quand même, ça tombe assez bien parce que on a envie de parler d'un sujet un peu lourd, un peu dense. Je sais même pas comment l'aborder. Disons qu'on en parle depuis 2 semaines à la télé tout le temps à cause de l'Assemblée nationale qui vote des choses un peu dans tous les sens sur le sujet. Je parle bien sûr de l'euthanasie. Alors bien sûr, je vous rassure, on n'en est pas à ce stade-là, on n'est pas à considérer sérieusement cette option, ni le hussard ni moi-même, mais en tout cas ça se rapproche d'une thématique, celle de la mort, celle de la maladie grave, irrémédiable, incurable, De l'agonie. qui en fait a été assez fécond en littérature, et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec tout ça. C'est vachement bien. Tu fais vachement bien les intros. Tu veux pas faire les intros des prochains épisodes, parce que à chaque fois, moi, il faut que je me colle de le faire, mais quelque part, t'as l'air de très bien gérer, donc si tu veux, je te laisserai la main maintenant. Ah bah écoute, si tu veux. Enfin sauf quand les sujets me hypent pas. C'est ça, mais ça je le dis toujours. Mais alors, cette semaine, je pense que t'as été hypé, parce que déjà, ça rejoint l'actualité. Ça rejoint des thématiques philosophiques et littéraires qui te sont chères. Ça rejoint des petits dramas sur X/Twitter que tu affectionnes beaucoup. Et ça rejoint peut-être aussi des projets que vous avez aux éditions Carmin. Alors, ça rejoint un projet secret qui, en fait, va être révélé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Oh incroyable. mon Dieu. Est-ce que tu veux le dire maintenant, ou est-ce qu'on le dit à la fin du podcast pour que les gens soient obligés de rester jusqu'au bout? Tu vois, on peut jouer les deux cartes comme tu veux. Je vais peut-être le révéler quand même vite fait. Et Allez. puis je donnerai un petit peu plus de détails peut-être à la fin. Ça marche. Très bonne idée. Il se trouve que ça fait un certain temps que je cogite, notamment parce que c'est des débats qui reviennent un peu régulièrement, et l'euthanasie en fait partie, mais en fait ça fait partie de cette espèce de longue liste de sujets de société en fait, qu'on a eu probablement sous toutes leurs coutures. Alors on a eu la PMA, la GPA, les histoires sur l'avortement, les histoires de bioéthique, enfin voilà. Et en fait il y a un livre, moi qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu, qui m'avait beaucoup intéressé, et ça fait un certain temps que je me dis que tiens, il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose. C'est le livre Eugenics and Other Evils de Chesterton, donc l'eugénisme et autres démons. Alors j'ai choisi de dire démon en français parce que je trouve que c'est le plus proche de l'anglais. Oui, tout à fait. Et en fait, ce livre-là, du coup, je me suis attelé à le traduire parce que, étant donné l'actualité, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. C'est un vrai livre intéressant parce que quelque part il débunk pas mal de sujets de société du même style, tout en offrant une plongée sur tout ce qui est la thématique de l'eugénisme, qui est pas forcément très connu aujourd'hui en France, mais qui a été extrêmement populaire dans les années entre le début des années 1900 et jusqu'aux années... Suite à Darwin, en fait. C'est dans le sillage de toute la théorie de l'évolution, et puis du nietzschéisme aussi. C'est plus encore peut-être du nietzschéisme que ouais. Darwin, en fait. C'est le moment où les gens se sont dit, non mais il faut qu'on optimise la lignée humaine. Exactement. Et en fait, il y a des dingueries qui traînent. Donc j'ai découvert par exemple qu'il y avait eu une conférence annuelle sur le sujet pendant des années avec des gens relativement influents et sérieux. Et il y a des papiers dedans qui sont incroyables. Franchement, je veux pas spoil, mais écoute, je vais peut-être en sortir quelques-uns quand même pour les annexes du livre. Bon écoute, je pense que tu pourras en dire plus aux gens. Voilà, j'en dirai un peu plus, un peu plus tard peut-être. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet, voilà. Et ça va arriver très vite. Et ça va arriver très vite, ouais. Il n'y aura pas de campagne de financement, ce sera directement droppé dans la mare, c'est ça en fait? Exactement. Ok.
Ok. Bah, tu sais, c'est vachement intéressant parce que parfois il y a des espèces de ramifications secrètes entre l'actualité et les projets littéraires sur lesquels on travaille, les projets littéraires ou philosophiques. Parce que tu vois, là en ce moment tout le monde est sur ces questions d'euthanasie et sur ces dérives qu'on voit poindre à l'horizon qui effectivement tendent vers l'eugénisme, tendent vers l'encadrement de la vie par l'État encore plus. Enfin voilà, une espèce de forme de néo-encasernement, une restriction des libertés encore une fois. Et c'est marrant parce que ça résonne avec le prochain bouquin qui sortira à la Giberne. Alors voilà, je suis obligé d'en parler un peu aussi. C'est assez dingue parce que c'était pas du tout fait exprès. Mais le prochain bouquin intègre des thématiques liées justement à la prise de conscience globale que nos vies modernes et postmodernes sont dépourvues de sens et sont malheureuses. Et avec des gens qui vont y réagir de manière assez différente, mais attendez-vous à des scènes vraiment assez puissantes, notamment dans le sillage du personnage principal, qui est un personnage qui dispose d'un talent qui est totalement justifié dans la suite de l'histoire, mais vous verrez, mais qui a le pouvoir de convaincre les gens de se suicider. Voilà. Globalement, il peut rationnellement expliquer aux gens pourquoi ils ont besoin de le faire et les convaincre de le faire. Et donc effectivement, quand on avait travaillé dessus avec l'auteur, on s'était dit mais c'est incroyable parce que avec les thématiques qu'on voit poindre à l'horizon sur ces histoires de fin de vie, d'euthanasie, les débats sur la peine de mort, ce genre de choses, ça résonne quand même beaucoup. Et en fait, on s'aperçoit que l'actualité est en train de vraiment nous rattraper au sens où les romans prennent presque une dimension allégorique qu'on n'avait pas vu venir. Donc écoutez, ça arrivera courant juin, je pense mi-juin à la Giberne. Et voilà, ça devrait vous régaler. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler abondamment ici. Et ça reste parfaitement dans le thème de la mort. En attendant, vous pouvez toujours prendre les autres bouquins chez Carmin ou à la Giberne pour vous échauffer. Voilà. Et ben voilà, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à la partie littérature, sauf si tu veux faire un petit générique. Et bah, générique. Bon, alors maintenant qu'on a fait un petit générique, en fait, je mets un point d'honneur à le mettre depuis qu'il y a un gars qui m'a dit qu'il voulait plus qu'on le mette. Voilà. Alors, elle est pour toi, frérot. Tu m'as cassé les roubignoles. Le générique est trop bien. On va le laisser. Est-ce que par où est-ce que tu as envie d'aborder un sujet pareil? Moi, est-ce que tu veux parler un peu d'actualité? Comme ça, on a écarté ça. Ou est-ce que tu veux qu'on parle directement de littérature et qu'on reboucle sur de l'actualité par un autre chemin? Moi, j'aurais plutôt tendance à partir directement dans la littérature, en fait. Parce Très que bien. j'ai peur que si on parle d'actualité, on va s'enfermer dans une espèce de boucle sur voilà ce qu'il y a dans le texte, machin, il a été voté ceci, cela. Alors que c'est pas vraiment le cœur de ce qu'on a envie de faire dans ce podcast, quoi. Non, après la mort, tu peux l'avoir de beaucoup de façons différentes. Déjà, tu as les mythes antiques qui imaginent ce qui se passe après la mort. Parce que la grande question avant le christianisme, c'est est-ce qu'il y a une vie après la mort et dans quelle mesure et pour qui et comment ça se matérialise, etc. Et puis après, tu as tous les récits médiévaux. Tu as tout le sujet de l'agonie et de la rédemption qu'on retrouve beaucoup au 19e siècle. Tu as le sujet de l'absurde dans la mort, de la guerre, etc. qu'on retrouve encore plus au 20e. Tu as aussi la période romantique avec la mort comme un moyen de prouver l'amour, enfin des choses comme ça. Ouais, tout à fait. C'est toi d'ailleurs qui m'avais dit, et j'ai vérifié depuis, et l'histoire elle est vraie, que Werther, ça avait provoqué une épidémie de suicide. Alors ça je le savais, mais particulièrement chez les jeunes officiers, tu sais, qui se faisaient chier en fait dans leur garnison en Prusse. Et les mecs se flinguaient après avoir lu Werther, à tel point que le bouquin avait été interdit dans les casernes. Voilà, donc j'avais vérifié cette anecdote, je sais plus, ça y a quelques épisodes que tu m'avais dit ça, et effectivement j'étais là, putain, mais ça a vraiment existé, mais c'est incroyable en fait. Ce qui est honnêtement d'autant plus drôle quand tu lis Werther, c'est que en fait c'est un livre qui est quand même relativement lent et un petit peu ennuyeux, on va pas se mentir. Donc, c'est le rythme de l'époque aussi, c'est le rythme très c'est un peu dur de s'imaginer que les gars sont prêts à attraper un flingue à la fin du bouquin, tu vois. Mais tu sais, c'est Stendhal qui disait l'écrivain qui est classique
c'est l'écrivain qui écrit des livres qui donnait beaucoup de plaisir à nos arrière-grands-parents, alors que l'écrivain romantique, c'est celui qui écrit des livres qui nous donnent du plaisir de lecture maintenant. Et parce qu'il parle de son époque. Et en fait, c'est vrai que il y a une évolution. Et parfois, c'est cyclique parfois, hein, parce qu'on retombe dans des formes de. Il y a beaucoup plus finalement à voir entre la sensibilité, par exemple, de quelqu'un du XVIIIe siècle et la sensibilité de quelqu'un des années 30 ou 40 où il y a un néoclassicisme, que entre quelqu'un de 1890 qui est en plein symbolisme et quelqu'un de 1930 ou 1940 qui est dans ce néoclassicisme dont je parlais. Enfin, il y a des espèces de bouts comme ça, et parfois, oui, il y a des textes qu'on n'arrive pas à comprendre leur portée aujourd'hui. On se dit, mais c'est incroyable, et que les gens aient fait telle ou telle action en leur nom, alors qu'en fait, pour nous, ça nous semble assez rien, rien finalement, quoi. Je dis pas que Werther c'est rien, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui le défendent bec et ongle et qui après vont m'écrire des messages haineux. Mais non, je dis pas que Werther c'est rien. Le Goethe, c'est un très hussard grand auteur, en PLS devant les méchants commentaires des fans de Goethe. C'est des Allemands, c'est des Allemands si tu veux. J'ai des Allemands un peu énervés qui m'écrivent, et Dieu sait que quand les Allemands s'énervent, l'Europe tremble. Donc voilà, on va éviter. Je voudrais pas provoquer des catastrophes. Quel est, si tu devais choisir peut-être une mort qui t'a frappé dans la littérature, dans l'ensemble de la littérature, ce qui est immensément large bien sûr. Ouais. Je sais déjà ce que je vais te répondre. Ah, vas-y. Je pense qu'une des morts qui m'a le plus frappé, à la fois parce qu'elle est touchante, qu'elle est allégorique, qu'elle est magnifiquement amenée, qu'elle est magnifiquement narrée, etc., c'est la mort du prince dans Le Guépard de Lampedusa. Donne un peu de contexte pour les gens qui l'auraient pas lu. Un peu de contexte. Le Guépard est un roman qui se passe par flash successifs, si on peut dire. C'est des espèces de scénettes qui suivent toute l'histoire du même personnage, et qui est donc un prince sicilien qui vit au moment où l'Italie va s'unifier. Donc on est entre 1800, la fin des années 1850, et il y a une dernière scène en 1910, mais globalement toutes les scènes sont dans les années 1860 quasiment. Voilà. Et ouais. C'est quelqu'un qui en fait sait que l'aristocratie, donc lui il vient de l'aristocratie du Sud, il est très riche, mais il sait quand même que sa famille est moins riche qu'elle ne l'a été, qu'elle est sur une espèce de forme de déclin très lent, de décadentisme presque, on pourrait dire. Mais en même temps, c'est pas encore vraiment visible, au sens où il a des enfants qui font des choses, il a un neveu qui est vraiment brillant, lui-même il est très riche, il a des serviteurs, il a des terres, on lui propose plein d'honneurs, on lui propose même de devenir sénateur, enfin on lui propose plein de choses dans la nouvelle Italie qui se forme, et lui se sent pas vraiment prêt en fait à suivre cette voie de la modernité. Et c'est pas non plus quelqu'un qui est complètement amorphe ou qui est vieux ou écrasé, hein. C'est quelqu'un qui, par exemple, qui a une vie charnelle complètement très importante. Enfin, c'est très italien, tu vois, il y a ce côté un peu ma io sono vieux, et en même temps tu vois le mec qui va sauter 3 actrices de théâtre à la fin de la représentation. Et en fait au moment de sa mort, en fait tout est décrit en fait avec une espèce d'immense, mais c'est compliqué à expliquer dans un podcast, mais c'est décrit vraiment avec une immense sensibilité, avec une immense justesse, avec à un moment donné il y a une espèce de petite musique qui est jouée dehors, et donc lui s'accroche à la vie pour savourer cette petite musique, et en fait au bout d'un moment la musique s'arrête, mais il y a une autre musique qui trouve assez désagréable, qui prend le relais, et en fait c'est son propre râle d'agonie, mais il est tellement déjà étranger à lui-même qu'il s'en aperçoit pas, et au moment où il va mourir, il voit en fait une belle jeune femme venir à lui. En fait c'est son amour de jeunesse qu'il a perdu, mais en fait c'est dans une espèce de vision très fantasmagorique ou en tout cas très onirique. Et effectivement, ça donne une mort qui est extrêmement touchante. Vraiment, c'est un petit roman magnifique, le Guépard de Lampedusa. J'ai déjà recommandé sur ma chaîne il y a un moment, mais franchement, jetez-vous dessus, c'est somptueux. C'est considéré comme un des chefs-d'œuvre de la littérature italienne, et c'est pas pour rien. Bah écoute, ça donne envie. Moi je crois que j'avais vu, il me semble qu'il y a un film qui a été tiré de ce... Tout à fait, avec tout à fait, un film très connu mais qui date un petit peu maintenant. Ouais. Et qui est, je crois, alors j'ai pas vu le film, mais de ce qu'on m'a dit, il est vraiment fidèle au livre. Oui. Et donc, il me semble, ouais. Voilà, vous pouvez. Après le film est très lent. Le livre, en fait. Le livre, il est lent, mais d'une espèce de lenteur un peu justement sicilienne, presque un peu vénéneuse, un peu, tu vois, un peu sieste avant une vendetta, tu vois. Il y a une ambiance un peu comme ça. Et peut-être que dans le film, ça peut être un peu ennuyeux, surtout avec les codes cinématographiques qui ont très mal vieilli.
peut-être, je sais pas. Alors que dans le roman, vraiment, c'est très prenant. Il y a un côté vraiment, oui, on a l'impression de regarder, je sais pas, une espèce de grosse fleur s'épanouir au soleil. C'est un peu l'impression que ça donne quand on lit ce texte. Et vraiment, il est sublime. Je l'avais classé, d'ailleurs, je crois, dans les 20 romans à lire absolument quand j'avais fait une vidéo dessus. Donc, je le recommande encore. Voilà. Est-ce que toi, tu as envie de nous parler de Xénophon? Non, absolument pas. Alors peut-être. Bah, en vrai, j'aurais pu te parler de Belle du Seigneur, mais non, je fais une pause. Non, en fait, je crois une des morts qui m'a le plus touché, c'est celle de Cyrano, en fait. Je trouve qu'elle est Très belle mort, effectivement. assez touchante, Ouais. parce que pleine de pudeur, pleine de retenue, on comprend pas complètement ce qui se passe, jusqu'au moment un peu critique où, en fait, il est déjà trop tard. Enfin, Ouais. et c'est assez... oui, assez poignant comme mort et avec une subtilité qui n'a pas d'équivalent dans le reste de la littérature. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de morts, je trouve, qui sont un petit peu trop mises en scène, justement. Ouais. Et j'avoue que dans ce genre-là, celle de Werther me plaît pas plus Oui, que ça, tu vois. oui, Je d'accord, trouve que c'est un je vois. peu bon, c'est un peu caricature, quoi. C'est un peu, tu sais, Ouais. un peu comme dans les films, le moment où le héros retient son souffle et finit par dire dans un long monologue d'environ 4 minutes: je crois qu'il est temps pour moi de mourir. Je vais mourir. Je suis en train de mourir. Oui, Oui, bon, d'accord. ouais. Écoute, là, c'est pas très crédible, en fait. Tu- Après, frère, il est en train de mourir. Temps économisé 1 minute 30. Mais voilà, donc il me semble que c'est peut-être une des plus belles. Après, Très belle mort, effectivement. D'ailleurs, il y a une petite vibe, c'est pas pour me faire mousser, hein, mais il y a une petite vibe entre Le Guépard et Cyrano. C'est un peu la même ambiance de mort, si j'ose dire. Cette espèce de mort, finalement, ouais, très. On comprend pas tout à fait ce qui se passe, mais en même temps, on sent bien ce qui se passe, et en même temps, il y a une espèce de dernier cri de vie avant la mort, et puis il y a une espèce d'agonie en plusieurs temps. Enfin, il y a des choses qui les rapprocheraient. On pourrait faire une espèce de littérature comparée entre les deux, je pense. bah, en tout cas, enfin, il me semble qu'il y a des. Oui, il y a une sorte de panache jusque dans la mort, en fait, qui est très typique de Cyrano. Et rien que ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Alors, si je veux peut-être plus me rapprocher, je sais pas si. Enfin, dans les films et dans les livres qui traitent un petit peu des gens qui sont en maladie au stade terminal, il y a quand même aussi pas mal de matière. Alors, je sais pas du tout si c'est ça que tu avais envie qu'on traite. Ouais, c'est bien. Les gens. Alors, toi, c'est vraiment entre le podcast sur la littérature roumaine et les podcasts sur la maladie terminale. En fait, les gens vont se flinguer. En fait, moi, la semaine prochaine, on aura plus de lecteurs, on aura plus comment dire, d'auditeurs parce qu'ils seront tous calanchés. C'est ça. Calme-toi. De qui t'as envie de parler? Bah alors non mais en fait pour le coup dans des textes un peu plus récents j'avais lu un texte qui s'appelait Le Scaphandre et le Papillon, je sais pas si Ça me dit rien du tout. en gros c'était l'histoire d'un type qui avait une maladie neurodégénérative et qui perdait progressivement la faculté musculaire en fait, D'accord. donc notamment d'écrire et tout ça, et en fait qui dictait l'intégralité de son texte en clignant des yeux. Et voilà, c'était grosse ambiance. Ah ouais, grosse ambiance. Ah oui, d'accord. Oui. Et ben écoute, putain, qu'est-ce que j'ai comme truc d'agonie bien cradingue. Bon, évidemment, t'as les poèmes de Ronsard quand il est en train de calancher. Ça, Ouais. c'est un classico dans son genre. Euh, En fait, si tu veux, ce qui est, en fait, on peut se demander peut-être qu'est-ce qu'une mort littéraire par rapport à une vraie mort. Tu Ça vois, c'est parce une que bonne question, ouais. t'as parlé de justement des agonies qui durent 3 plombes, mais t'as d'autres marqueurs. C'est que souvent la mort littéraire, elle est présentée de façon, alors soit grandiose, soit c'est le Ouais. sacrifice, soit larmoyante, Ouais. c'est le mec qui parle pendant 3 plombes, soit justement très onirique, c'est ce qu'on a évoqué avec Cyrano, avec Le Guépard, etc. Je dis onirique pour aller vite, c'est pas le mot exact, mais tu vois ce que je veux dire. Et et en fait, ça dénote vraiment beaucoup parce que malheureusement, et c'est un peu le sujet justement lié à l'actualité et à l'euthanasie, souvent la mort dans la vraie vie n'est pas une chose nette. Bien sûr, il y a des gens qui font un arrêt cardiaque, dans leur sommeil ou je sais pas quoi, ils disparaissent et voilà, c'est clair et net. Bien sûr, il y a des gens qui se sacrifient en héros, ça arrive. Mais la plupart des gens meurent à un âge avancé, pas forcément de maladie, mais souvent ils sont pas en très bonne forme sur la fin et on sent qu'on essaye de les rafistoler de partout et que ça marche plus trop quoi. Et peut-être que y a un enjeu littéraire, non pas pour rendre la mort telle qu'elle est dans la vraie vie, mais pour la rendre
supportable d'un point de vue esthétique et d'un point de vue graphique dans les œuvres, avec toute une série de procédés, justement, peut-être justement d'éloigner, pour une fois, on dit souvent que la littérature est un moyen d'accès à la réalité, mais de l'éloigner un peu de la réalité sur ce sujet-là. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, en fait, je pense que pour beaucoup, ça vient d'un impératif d'héroïsme au départ, dans la mort, en fait. La mort antique qu'on te présente, elle est forcément héroïque. Je veux dire, il y a quasiment que ça dans l'Antiquité, mais... Je réfléchis à une mort honteuse dans l'Antiquité, mais j'en trouve pas. Est-ce que tu as un exemple Ouais, si, tu dois pouvoir en trouver. Typiquement, quand Égis se fait assassiner par Clytemnestre dans son bain, c'est un peu honteux. T'as des vieux croulants qui finissent par mourir, du genre Oedipe aveugle, voilà. Non mais t'as Oedipe qui tue son père. Genre il lui fait un carjacking de GTA qui tourne mal, tu sais, il sort de la bagnole, il monte dans le chariot, il fait une marche arrière pour l'écraser, tu vois. Bon, c'est ok, bon, mais si tu veux, et puis on pourrait dire qu'il y a des morts de no name aussi, il y en a quand même beaucoup dans l'Antiquité, c'est-à-dire que tu prends l'Iliade ou l'Odyssée, je veux dire quand Ulysse est attaché au mât de son bateau et que tout le monde meurt à part lui sur le bateau, le mec il a quand même un ratio de perte d'équipage qui est quand même absolument effrayant. Je pense qu'aucune boîte d'assurance voudrait l'assurer aujourd'hui, tu vois. Et en fait, ça, effectivement, mais et après, t'as aussi les morts qui sont des meurtres, en fait, parce qu'il y a ça aussi dont on n'a pas parlé du tout, mais c'est une composante importante, en fait. C'est-à-dire que typiquement, Médée qui tue ses enfants, ce sont des morts, mais en fait, c'est un meurtre. Donc, si tu veux, tu ne peux être qu'en empathie avec les personnes qui sont en train de mourir. Mais c'est vrai qu'il me semble, dans l'Antiquité, t'as quand même beaucoup une mort un peu héroïque. On te raconte pas la mort du papy gâteux qui est en Parkinson avancé depuis 4 ans. Mais tu sais, à mon avis, pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, vu l'état de la médecine à cette époque et vu tu vois, l'espérance de vie, on a été à Rome, toi et moi, on a vu des tombes, on a visité la nécropole romaine du 1er siècle, on a vu, il y avait combien de temps a vécu chaque personne dessus. Sigi, Caius, Moncus sur la commode, a vécu 31 ans, 6 mois, 23 jours et 2 heures. Tu vois. Les mecs vont jusqu'à l'heure parfois. Et en fait, tu voyais que, bon, en fait, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui mouraient vraiment dans la trentaine, parce que c'est l'âge où en fait, tu vas avoir les premiers accidents, ou alors tu peux mourir à la guerre, enfin ce genre de choses. Et puis, tu as ceux qui mouraient, vingtaine, trentaine, et ceux qui mouraient plutôt vraiment âgés. Et eux, tu sentais que c'était plutôt des professions plus intellectuelles, genre des avocats, des hommes politiques, des professeurs, des philosophes, des marchands, etc. etc. Et en fait, c'est vrai qu'à cette époque, je pense que simplement atteindre un âge où tu as des maladies dégénératives qui se développent, type Alzheimer, ce genre de choses, c'est pas fréquent du tout, tu vois. Et à la limite, les gens vont juste dire bah lui, les dieux ont pris son esprit, ou je sais pas, un truc comme ça, parce que en fait, ça va tellement être bizarre pour eux qu'ils n'auront pas de données quantitatives pour comprendre, tu vois. Ouais, t'en as quelques-uns des personnages comme ça. Je réfléchis en même temps dans Les Nuées de Aristophane, parce que tu sais qu'après Xénophon, il faut quand même faire un point régulier sur Aristophane. C'est important. C'est ça. En fait, c'est un peu ton Ayn Rand à toi. Si tu cites pas un de ces deux gus par podcast, il se passe on perd un sponsor. On n'a pas de sponsor, mais on en perd quand même. Exactement, c'est exactement ça. Mais tu as dedans une opposition entre le jeune et le vieux. Et donc tu as le père en fait qui est un petit peu le boomer de son époque, et il est un peu dépeint comme le gars qui est un peu en train de perdre la boule, ou en tout cas il est obsédé par l'argent, il est un peu radin, machin, enfin bon. Ouais. Bon, c'est un macroniste quoi. Mais c'est pas un gars dont on va te présenter la mort en fait, tu vois. Et c'est juste un personnage de vieux qui donne une ambiance en fait. Ouais. Tout comme dans l'Assemblée des femmes, tu as des vieilles qui sont là pour essayer de pécho des petits genoux grâce au communisme sexuel instauré par l'Assemblée des femmes. Voilà. Ouais. Non mais c'est vrai, en fait c'est marrant parce que tu sais, ça me fait penser à un truc, c'est que il y a une tradition, je sais pas exactement, j'en sais pas plus que ça, je suis pas un distingué helléniste, on a eu l'occasion d'en parler dans un autre podcast, mais il y a une tradition, je sais, grecque, qui racontait que Ulysse, après tout ce qu'il avait vécu et après être rentré chez lui, finalement, dans son vieil âge, avait fini par mourir étouffé en mangeant une arête de poisson. Donc une mort vraiment pas glorieuse du tout. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a pas de texte qui le montre. Tu sais, je pense que c'était limite une blague que les gens faisaient, tu sais, genre en mode ouais, tout ça pour finalement crever sur une arête de poisson. Ouais. Et ça fait écho au fait que Poséidon, tu sais, cherchait vraiment à avoir sa vengeance sur Ulysse, et que du coup il est allé le traquer jusqu'au dernier moment où il l'a eu avec tu vois, la petite arête, tu vois. Bon, je sais pas si cette histoire,
après, tu sais, ça fait partie. partie. L'histoire a été avérée, mais voilà. À cette époque-là, la plupart des mythes ont au moins 5 variantes. Ouais, en exactement. Parce que ça, c'est un truc aussi, les gens ont tendance à être parfois pas très indulgents, je trouve, avec les gens qui parlent de mythologie. Ils sont un peu en mode bah non, c'est pas du tout ça qui s'est passé, machin. Alors, on n'a peut-être pas tous eu la même variante en fait de l'histoire. Ouais, et tout à fait. parfois, c'est un peu dur de pas mélanger des variantes entre elles en fait. Donc, tu sais, un peu d'indulgence ne fait pas de mal. C'est intéressant parce que hier, je me penchais sur le mythe d'Ariane. Tu sais, Ariane qui donne un fil à comment il s'appelle, à Thésée dans le pour qu'il retrouve son chemin dans le labyrinthe avec le Minotaure pour défier le Minotaure et se barrer après quoi. Et en fait, si tu veux, après la suite de l'histoire, c'est que Thésée et comment il s'appelle, Ariane s'enfuient et que il l'abandonne sur une île. Et là, il y a 5 versions, frérot, sur qu'est-ce qui se passe après. Donc il y a une version où elle meurt de chagrin, il y a une version où Thésée la tue, il y a une version où Dionysos la pécho et la récupère. Il y a une version où je sais plus quelle déesse la tue pour pas que Dionysos puisse la pécho, et il y a une version où la déesse la tue pour qu'en fait ce soit un moyen de la tuer et qu'elle descende aux enfers et que Dionysos la récupère sur le chemin des enfers. Donc en gros, ça fait déjà 5 putains de versions, alors que j'ai même pas creusé, hein, c'est juste une page Wikipédia, tu vois, qui te donne ça. Et donc je me dis que effectivement, calmez-vous les gens, les mythes c'est tellement le bordel et ça part tellement dans tous les sens. Il y avait un petit bouquin là, un petit essai qui s'appelait Les Grecs ont-ils cru à leurs propres mythes? Parce qu'en gros il y a tellement de variantes et de sous-variantes au fil des périodes, des régions, des intérêts politiques, des écrivains, etc., que tu peux te demander s'il y avait une cohérence même minimale, tu vois, dans le lore global. Après, je soupçonne que ça dépendait probablement aussi des époques, peut-être des régions de la Grèce ou de Rome. Et que peut-être tu avais des mythes qui avaient des variantes en fonction des coins, tu vois, de la même manière que nous, on a ces interminables débats sur pain au chocolat et chocolatine, en fait. C'est tout à fait possible, et moi je pense aussi à un autre truc, c'est que je pense que à une époque où il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs vérités. Et en fait, si tu veux, c'est un des points sur lequel le monothéisme a bouleversé le monde, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as un dieu, tu as une vérité. Et donc, ça explique d'ailleurs aussi, à mon avis, toute une part de la détestation qu'il y a pu y avoir contre les chrétiens au début, ou même contre les juifs avant et après d'ailleurs. C'est aussi ce côté, entre guillemets, intransigeant sur le fait que non, je vais pas faire un sacrifice de merde pour ton espèce de créature bizarre hybride entre un bouc et un homme, parce qu'en fait, si tu veux, ta construction satanique m'éloigne de mon dieu qui est une vérité. Tu vois, donc quelque part ça va pas du tout, et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à se représenter à quel point plusieurs vérités pouvaient cohabiter sans que ce soit du tout un souci, même d'un point de vue philosophique, dans l'Antiquité, tu vois. On est aussi à une époque où il n'y a pas de méthode scientifique moderne, enfin toutes sortes de choses qui nous sembleraient évidentes à nous mais qui ne sont pas du tout pour eux, quoi. Et puis je pense aussi que c'était de la poésie en fait pour beaucoup de choses, tu vois, typiquement c'est marrant parce que j'avais pas spécialement prévu qu'on parle de mythologie, mais j'étais en train de relire ce matin des passages des Métamorphoses de Ovide. Une journée normale. Une journée normale. Voilà. Franchement, même j'ai envie de dire moyenne basse. C'est-à-dire que moi j'ai relu Ayn Rand et lui il relit les Métamorphoses d'Ovide. C'est la base du truc. Tu vois, comme quoi je change, hein, je ne fais pas que Xénophon. Ouais. Hein. Bravo. Et bref, en fait, ça m'a ça m'a fasciné un peu parce que le début, si tu veux, t'as toute une partie un petit peu qui par certains aspects ressemble énormément à la Bible en fait. T'as la création, tu as une scène sur le déluge. Et tu as, tu sais, toute cette longue séquence où il te parle des âges qui s'enchaînent, l'âge d'or. Mais t'as aussi ça chez Hésiode. Exactement. Et en fait, tu sens très bien quand tu lis ça que on n'est pas là en train de chercher la vérité scientifique sur le mythe machin. En fait, c'est juste l'objectif de ça, c'est de collectivement se rappeler de certaines choses, de faire passer des vérités un peu basiques. Et d'avoir un moment poétique tous ensemble en fait. Et je pense que quelque part c'est plus une soirée au coin du feu où on va tous ensemble croire à quelque chose et se rappeler de certains éléments, plutôt qu'une sorte de truc super carré où les mecs sont là en train de dire ouais mais attends c'est pas ce qui s'est passé, souviens-toi de la version de tel personnage, machin, tu vois. Quelque part, tout le monde peut l'interpréter à sa sauce en fait. Est-ce que tu crois qu'il y avait des choux-fins de l'an moins 500, tu vois, qui étaient en train de te dire non mais dans ce mythe-là, alors en fait ce qui se passe c'est que Héphaïstos il arrive. Non en fait tu vois, il y avait pas ça. Les gens étaient normaux à l'époque. En fait les choux-fins ils avaient une espérance de vie inférieure à 3 minutes et c'était réglé, tu vois. Bah je pense qu'il devait y avoir des espèces de papacitos de l'époque qui racontaient les mythes avec une espèce de gouaille
sans équivalent contemporain et qui, Oui, d'accord, ouais. et qui en fait juste faisait plaisir à tout le monde, et tu vois tout le monde s'en foutait total en fait. Et Ouais. à mon avis le papacito numéro 1 de l'époque, c'était le fameux Homer, quand Ouais. il te racontait, si tu veux, le gars était aveugle mais il te racontait des trucs, et tout le monde écoutait ça religieusement en disant mais c'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer à la saison prochaine de... C'était Tu le sais que Game of Thrones de l'époque, tu vois. j'avais vu un truc génial parce que tu sais que Homer, on sait toujours pas. À propos de mort, la première condition pour mourir, c'est d'avoir été vivant. Et on sait même pas si Homer a vraiment été vivant, au sens où on sait même pas si Homer a vraiment existé en tant qu'une seule personne. Parce que tu sais qu'il y a des problèmes de chronologie et de datation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait on se dit, mais en fait, s'il a écrit tout ça au cours de sa vie, genre. Il a dû vivre super vieux, c'est possible, mais c'est quand même très étonnant. Tu sais, c'est un peu comme est-ce que le Jean qui a écrit l'Apocalypse dans la Bible, c'est le même que le Jean qu'on a dans les évangiles, parce que sinon, c'est qu'il a vraiment vécu très vieux. Et en fait, il y a des gens qui avaient essayé de faire une biographie d'Homère. Mais des chercheurs modernes, tu vois, en croisant un maximum de sources et tout, en essayant d'établir des choses les plus véridiques possibles. Et en fait, c'est incroyable parce que tu t'aperçois que c'est une biographie qui repose sur rien, en fait. Genre, il y a beaucoup d'histoires que tu croises par plein d'auteurs différents, mais toutes ces histoires datent de très très longtemps après. Et en fait, ils peuvent avoir tous pioché dans une ou deux sources communes. Et en fait, si tu essaies de recouper des informations et de faire la généalogie, bah à la fin, tu trouves vraiment rien. Donc en fait, est-ce que Homer était aveugle? On sait pas. Est-ce que Homer était une seule personne? On sait pas. Est-ce que Homer a vraiment existé et que c'est pas un pseudonyme partagé par 25 mecs sur 3 siècles? On sait pas. En fait, tout ça est genre vraiment étonnant, tu vois. Bah, c'est un peu l'époque, tu sais, tu connais ce même It came to me in a dream. C'est un peu, oui, c'est un peu l'époque où en gros. Explique-le ce même parce qu'il est légendaire pour ceux qui le. Bah, qui en connaissent fait, pas. c'est le même du gars qui demande des sources, et en fait, il y a un type qui brandit une sorte d'angelot qui se balade dans le ciel en disant non, mais ça m'est venu dans un rêve, tu peux. C'est certain, tu vois. Et Moi, j'avais vu une autre variante, c'était un gars qui disait genre les historiens maintenant, et tu voyais un espèce de mec qui était en mode théorie folle du complot en croisant 10 milliards de sources, et c'était écrit tout petit, tu pouvais pas lire, etc. Et à côté, t'avais genre Chad, historien de l'Antiquité, qui disait ça m'a été révélé une fois dans un rêve. Ouais. C'était ça la source du mec, tu vois. Mais en fait, je pense que les gens, l'obsession qu'on a pour tout ce qui est source, etc., c'est quelque chose qui découle de la méthode scientifique et qui est finalement quand même relativement moderne, en fait. C'est-à-dire que C'est ce qu'on disait avant. Et je pense que la plupart des gens, même aujourd'hui, en fait, s'en fichent pas mal en réalité. Tu vois, parce que bien sûr qu'ils s'en fichent. Moi, je vois que quand j'argumente, comment dire, rationnellement dans des vidéos et que je prends une position qui ne plaît pas à certaines personnes, ils voudront pas voir les arguments. ils s'en fichent des sources, en fait. Ouais. Les screenshots sont parfois même à l'écran pendant la vidéo. Ouais, genre, ouais. j'aurais même pas besoin de scroller pour aller chercher la source, tu vois. Et enfin, c'est quand même vraiment incroyable. Je pense que le truc le plus fou, c'est quand j'avais fait une vidéo sur Dune où j'avais expliqué que la guerre d'Algérie en France avait inspiré le Frank Herbert quand il avait écrit Dune. Et en fait, c'est un événement qui est avéré. Et ça a été notamment avéré par son fils qui l'a raconté dans la biographie de son père qu'il a faite, qui fait référence dans le domaine. Ouais. J'ai mis la couverture du bouquin, genre vous n'avez même pas à vous casser le dos à retrouver le nom du bouquin, genre je l'ai mis dans la vidéo, tu vois. Et il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi, ça n'a jamais joué dans le truc de... Mais j'étais là, mais putain, allez manger vos morts. En fait, vraiment des bons débiles, tu vois, dans cette... c'est aussi, ça fait partie des trucs qui m'ont un peu progressivement poussé à arrêter de faire des espèces de... mash-up avec 12 milliards de sources et de méta-analyses, parce que en fait les gars qui sont déjà convaincus, de toute façon tu leur montres des sources, bah, ils trouvent ça cool, mais en fait ils s'en fichent. Les gars qui sont pas convaincus, en fait, sont toujours en train de critiquer même ton process de sélection des sources. C'est-à-dire qu'ils vont te dire ah mais t'as pris cette méta-analyse, mais si ça se trouve il y en a d'autres qui disent le contraire, machin. Bon. Et les gars qui sont au milieu, qui sont pas complètement décidés, souvent sont un peu en mode ok d'accord, mais moi je m'en fiche en fait des études, c'est pas ça qui répond à ma question. Donc c'est rare que tu arrives à convaincre les gens avec ça en fait. Mais c'est terrible parce que même regarde, réfléchis à un exemple, alors pour le coup qui est archi central finalement dans notre littérature, mais dont on n'a pas parlé depuis le début. Un exemple de mort, c'est celle de Jésus, tu vois, la passion du Christ. Et bah entre ce que l'histoire t'en dit, ce que les athées veulent bien en reconnaître, ce que les chrétiens en pensent. En plus, il y a des différentes obédiences chrétiennes, mais disons que globalement, ils sont tous d'accord là-dessus. Enfin, en tout cas, les modernes, parce que les ariens avaient des variantes, etc. etc. Oui, non, ce que les musulmans vont en dire. Les musulmans qui vont te changer un truc en mode qu'il n'est pas vraiment mort sur la croix. Enfin, on sait pas trop des trucs. Enfin, ils ont complètement réécrit le truc pour que ça colle avec leur narratif. En fait, si tu veux, à la fin,
t'as déjà plein de variantes différentes. Et après, tu rajoutes une nouvelle couche dessus qui est comment les gens la comprennent et la réinterprètent. Alors parfois, ils vont le faire de façon allégorique pour se l'approprier, pour faire des tableaux, des romans, des choses comme ça. Ça peut donner des figures christiques dans d'autres romans qui s'inspirent du message dedans. Mais parfois, ça peut être pour le dénaturer, pour le ridiculiser, pour juste en fait, en toute bonne foi, ils n'ont pas compris, donc ils sont passés à côté du message. Ça, c'est terrible, mais on peut le voir aussi parfois. Et donc, en fait, tu t'aperçois que même un truc aussi évident qu'un fait historique basique comme une mort, et puis même, est-ce qu'il faut le comprendre comme un acte d'amour? Ça, c'est la vision des chrétiens. Est-ce qu'il faut le comprendre comme une trahison? C'est la vision un peu, disons, populaire, populo-laïque de la République aujourd'hui. Jésus a été trahi, il est mort. Est-ce qu'il faut le comprendre comme un espèce de miracle? Est-ce qu'il faut le comprendre comme la fin d'un prophète? Ça, c'est ce que disent les musulmans. Enfin, il y a plein de variantes là-dessus. Et tu vois qu'en fait, les gens ne sont pas capables de comprendre. En fait, la méthode scientifique, c'est une très rassurante illusion qu'on a construite et qui montre quand même assez vite ses limites dans tous les domaines extra sciences dures, quoi. Dès que t'es dans l'humain, ça marche pas trop, quoi. Oui, bien sûr, ça s'applique à certaines choses et en plus, en fait, même quand ça s'applique à l'humain, t'as toujours des espèces de distribution de population, donc t'as des gens qui vont tomber dedans et puis t'as des gens qui sont à côté et tu peux pas raisonner sur certains effets juste avec des espèces de moyennes, ça marche pas. Ouais, donc il y a des tas de trucs qui vont pas. Un autre personnage qui a eu une mort un petit peu controversée, tiens, je crois qu'on n'a jamais discuté et je pense que ça pourrait être intéressant, ça pourrait faire plaisir à ton public aussi, c'est Napoléon en fait. Ah oui. Les causes de son décès, moi j'ai vu au moins 3-4 versions différentes. Il y a même une version qui dit qu'il n'était pas vraiment mort. Oui, c'est ça, il y a la version un petit peu... genre il est parti aux Bahamas se planquer pour ressusciter 10 ans plus tard. Alors non mais tu sais qu'il existait vraiment, c'est une histoire vraie. Il y aura un roman incroyable à faire dessus, hein. Il existait au Texas dans les années 1810-1820. Le Texas qui n'était pas encore le Texas, hein, vous avez bien compris. Il existait une colonie française, des Français qui étaient allés là-bas dans le but d'établir une base arrière et de financer et de lancer depuis là-bas un bateau pour aller chercher Napoléon à Sainte-Hélène. Voilà, les mecs étaient en train En fait, ils faisaient, je sais plus comment il s'appelle, là, le mec qui s'était évadé de prison en hélicoptère, là, tu sais, l'ennemi public numéro 1, là, le braqueur de banque. Ils étaient en train de faire la même chose, mais en fait, ils étaient en train de faire une opération sur 3 continents. Ils étaient en train de se synchroniser sur 3 continents à l'époque où il n'y a pas de téléphone. Pour faire évader Napoléon quand il était encore vivant, si tu veux. Et justement, c'est la mort de Napoléon qui a mis fin à cette histoire. Donc, si quelqu'un un jour a envie de faire une uchronie où Napoléon survit, il va aux États-Unis et en fait, il se relance dans la même chose, mais il fait des dingueries. Sachez que c'est théoriquement possible. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, effectivement, la mort de Napoléon, c'est... Après, je sais pas si ça a été un grand motif littéraire. Il y a eu Edmond Rostand a fait l'Aiglon, mais c'est sur son fils. Ouais, c'est son fils. Après, par contre, tu vois, typiquement, tu pourrais considérer que le mémorial de Las Casas, c'est un peu une sorte de chronique d'un vieux boomer en train de se préparer doucement à partir, tu vois. Ah oui, je veux dire, si t'as vraiment pas envie de le comprendre, parce que c'est une entreprise de justification et de glorification. Moi, tu sais, il y a une phrase que j'ai entendue plein de fois quand je faisais mes études en histoire et que je trouve stupide au dernier degré, c'est les vainqueurs écrivent l'histoire. Ouais. Et j'avais un prof d'histoire qui m'avait dit, jusqu'à preuve du contraire, l'histoire est écrite par les historiens qui sont des gros losers. Donc en fait, ne croyez pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et en fait, c'est exactement ce que tu vois avec le mémorial de Sainte-Hélène. C'est qu'en fait, c'est vraiment Napoléon a perdu, mais genre sur la mentalité, sur les consciences, sur l'héritage de il a eu sa revanche, légende, quoi. Post-mortem, il a tout gagné, si tu veux. C'est là presque il y a un destin christique, tu vois, de ce point de vue-là. Oui, et ou peut-être aussi il y a des gens après lui qui ont eu intérêt à faire exister sa mémoire sous certaines, de manière un peu positive, tu vois. Ouais, après, si tu veux, même tu vois un gars comme Louis-Philippe, parce que les cendres de Napoléon ont été rapatriées en France en 1840, donc sous Louis-Philippe. Et donc même Louis-Philippe, qui était quand même un Orléans, alors on va me dire oui, un Bourbon, on va me dire oui, c'est un Orléans, d'accord, mais quand même c'était quelqu'un qui avait besoin de faire un peu la synthèse de tous les grands courants qui avaient traversé la France depuis un siècle, et il n'a pas du tout cherché à exclure Napoléon, tu vois, alors que par exemple, ça lui serait jamais venu de l'idée de se rapprocher de la Terreur ou de se rapprocher de Robespierre ou même le Directoire. Enfin voilà, ce qui comptait c'était l'Empire avec Napoléon. Ouais, effectivement, de ce point de vue-là, c'est sûr qu'il a tout gagné, quoi. Du coup, toi, tu penches sur quoi pour sa mort, en fait? C'est quoi ta vision? Il a été assassiné ou pas? C'était la question qui a été cachée derrière ma première référence. Écoute, en fait, je vais te faire une réponse de philosophe. Défini assassiné.
Parce que en fait, si tu considères que être enfermé sur une île avec que des Anglais, des Anglaises moches, de la bouffe dégueulasse, 25 interlocuteurs possibles, des patates à tous les repas et Lascas qui te pose des questions tout le temps sur ta vie, est-ce que Et 5000 bouquins. Ouais, et 5000 bouquins et le qui seront général plus tard Bertrand réexploités par Louis Sarkozy. Voilà. Pour non, faire mais un arrête, livre. Stop Bozo, ok, no Bozo. Et en fait, si tu veux, moi de ce point de vue-là, je considère déjà que c'est presque une mise à mort. Et en plus, il y avait le gouverneur immonde de Sainte-Hélène qui s'appelait Hudson Law, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Qui était un type vraiment. Enfin, c'était vraiment le fonctionnaire procédurier. Le mec, il aurait bossé à l'URSSAF, en fait, s'il avait vécu aujourd'hui. Et en fait, Hudson Law, qui est une des plus grosses, des plus grosses traces de pneus au fond des chiottes de l'histoire. C'est quand même quelqu'un qui s'acharne sur un mec qui est déjà mort 2 fois, quand même. Hein. C'est quand même impressionnant. Et ce gars, à mon avis, il lui a fait plein de petites misères, toutes les petites misères possibles et imaginables. Et donc, je pense pas que Napoléon ait été assassiné, au sens où je pense pas qu'il y ait eu un complot pour l'empoisonner, je sais pas quoi. Non, mais tu sais, t'as une histoire voilà. avec de l'arsenic dans certaines versions. Mais en fait, ce qu'on a dit, c'est que tu sais, comme il était mort de douleur à l'estomac, probablement d'un cancer à l'estomac, on a dit que c'était lié peut-être au fait qu'il avait été empoisonné par les Anglais. Mais en fait, excuse-moi, je pense que quand tu vis pendant 20 ans avec toute l'Europe qui veut te tuer, je pense que le fait que tu aies des erreurs d'estomac, ça me semble pas totalement étonnant, en fait, si tu veux. Je pense que le mec, il a vécu une vie à 17 000 à l'heure avec un niveau de pression. Enfin, je veux dire, regarde les footage de Hitler en 45, tu sais, il tremble partout, il a un Parkinson avancé, il est sous drogue pour tenir et tout. Imagine que Napoléon, c'est la même chose sur plus longtemps et 2 fois, et avec en plus pas la médecine développée que tu avais dans les années 40, tu vois. Donc en fait, c'est normal pour moi qu'il est pas calanché à s'emballer, tu vois. C'est un mec, en fait, tant qu'il était opérationnel, il allait rester en place longtemps, et dès qu'il s'est relâché, bah tu sais, c'est comme les gens qui sont en retraite. Il y a des souvent maladies ce phénomène, en fait, ça fait partie des trucs, tu vois. Moi, dans les questions, je me suis toujours un peu posé, parce qu'en France, je trouve qu'on a une sorte d'idéalisation du départ à la retraite, mais moi j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de gens qui le vivent très mal, en fait. C'est-à-dire des... j'espère. Pour moi, ce serait un signe de bonne santé du pays que les gens le vivent mal. Enfin, c'est quand même, quand tu y réfléchis, la retraite telle qu'on te l'avance, c'est-à-dire du jour au lendemain arrêter et ne plus faire que bêcher ton jardin, parler à tes petits-enfants si tu as la chance d'en avoir, ou à tes enfants au moins, et puis, comment dit-on, attendre la mort tranquillement aux frais de l'État et du contribuable, c'est quand même terrible. Je veux dire, qu'on ait besoin de décélérer quand on vieillit pour se donner du temps, pour se reposer plus, etc. Je trouve ça totalement normal. Mais qu'on arrête du jour au lendemain totalement, et en plus à un âge où, excuse-moi, mais parce qu'à 60 ou 65 ans, il y a une grande inégalité entre les métiers manuels et les métiers intellectuels. Les métiers intellectuels, tu peux bien les faire 50 plus, faut arrêter. Et après que tu ralentisses lentement, mais pour moi, faut jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est quoi, j'arrête de courir, j'attends la vague qui va m'emporter, c'est horrible. Bah oui, non, surtout qu'en plus, pour moi, en fait, je pense que si tu fais les choses correctement dans le système français, tu passes les 5 dernières années avant de partir à la retraite à préparer ton passage à la retraite. Donc, c'est-à-dire en gros que tu t'impliques dans des associations, des projets, des trucs caritatifs, ce que tu veux. Tu te lances des défis, tu fais des trucs. Et le moment où tu passes à la retraite, bah, c'est quasiment comme si ça changeait rien, en fait. C'est juste que progressivement, t'as glissé de je passe 100% de mon temps au taf à 100% de mon temps sur une association, un truc qui me parle, qui me plaît, etc. Voire même plusieurs, en fait. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais dans les faits, ça se produit jamais. Et en fait, t'as quand même une grosse partie des gens qui finissent leur carrière avec des postes à responsabilité ou des postes bien placés. Ça veut pas dire qu'ils servent à grand chose, mais en tout cas, leurs postes sont remplis de protocoles et de cérémonial. Et donc, quand ils arrivent à la retraite, souvent ça revient à déconnecter d'un coup. Et tu sais, ils sont toujours pareils. Ils disent tous, j'ai un grand projet, je vais retaper ma maison, il va rien se passer, en fait. Une grande maison. Mais ils font rien ou quasiment rien. Je vais écrire un grand bouquin, mais en fait, si tu veux, des écrivains qui ont commencé des grandes carrières à 60 ans, il y en a peut-être un ou deux dans l'histoire, là j'ai pas les noms qui me viennent, mais je suis sûr que tu peux en trouver. En revanche, c'est pas du tout la norme. Et des gens qui ont fait fortune et qui ont fait construire un grand parc immobilier ou qui se sont bâtis la résidence de leur rêve à 60 ans, il y en a aussi, mais c'est pas la norme. En fait, si tu pars du principe de médiocrité, c'est-à-dire que tu es probablement dans la norme dans ce que tu fais en général, et ben en fait, tu te mets déjà dans une situation où tu as perdu avant même de commencer. Alors que si tu te dis, j'ai une expertise dans mon travail, alors je vais commencer à la monnayer plus cher pour pouvoir travailler plus qu'à 90%, puis à 85%, à 80%, etc. Et que à côté de ça, je développe des trucs, tu peux t'y prendre plus tôt et continuer à faire bénéficier les jeunes générations de ton expertise professionnelle jusqu'à très tard dans ta vie. Parce qu'il y a des gens à 80 ans, ils sont toujours... J'avais vu une fois un reportage comme ça, un horloger
genre le mec, c'était le plus vieil horloger de la fabrique. C'était une boîte qui était à Besançon, là, comme toutes les boîtes d'horlogerie. Lip, et le non gars, ouais, je sais pas si c'était un sous-traitant de Lip ou un truc comme ça. Je crois que c'était dans un sous-traitant, le mec. Et en gros, il travaillait plus que genre 2 jours ou 3 jours par semaine, mais il avait 88 ans, tu vois. Et le mec, il venait et il réparait, enfin, il agençait les pièces, etc. Évidemment, on lui mettait pas des objectifs de production comme tu mettrais sur un jeune horloger ou quoi, voilà. Mais par contre, il pouvait faire profiter les jeunes de son savoir-faire. Il savait comment, si la machine tombait en panne, lui savait faire le geste qu'il fallait parce qu'il avait travaillé à une époque où on faisait sans la machine. Et en fait, il avait des choses à apprendre et c'était motivant pour les gens qui étaient autour. Et lui, ça le maintenait en forme d'être avec des jeunes qui pensaient vite, qui parlaient vite, qui agissaient vite et ça le stimulait. Et il avait quand même des horaires très très légers par rapport à eux pour pouvoir se reposer. Et il arrivait au travail, je pense, très tôt le matin, il partait très tôt aussi. Enfin, tu vois, il se mettait sur un horaire de vieux, tu vois. Et tout le monde était content. Et franchement, enfin, si vous attendez la retraite, c'est de la merde. Si vous attendez que ce genre de situation arrive toute seule, elle n'arrive pas toute seule. Il faut la créer au fur et à mesure. Et là, à mon avis, tu peux être heureux. Ouais. Il y a un peu l'effet aussi, tu vois, l'effet Boris Vian. Là, on l'a un tout petit peu. Tu l'as un peu évoqué d'une certaine manière, mais c'est, tu sais, le côté non, mais dans 2 ans j'écrirai un grand bouquin et je vivrai de ma plume. Et puis en fait, 2 ans plus tard, le type vend toujours des bocals de cornichons, tu vois. Et t'as un peu ça, t'as tous les types qui sont là à 63 ans, ils sont là, ouais, bah dans 2 ans j'aurai ma retraite, ils pourraient faire un tour du monde et tout. Et puis en fait, il se passe rien. Et puis bon, bah c'est un peu la déprime à partir de ce moment-là. Et aussi, je pense, beaucoup de gens sous-estiment en fait à quel point ils sont isolés socialement quand il n'y a pas de travail en fait. C'est-à-dire que ça fait partie des quelques vertus entre guillemets. Alors je sais qu'il y a des communistes qui vont probablement s'étouffer, mais il y a quand même des vertus dans le fait d'être obligé d'aller à un endroit avec des gens que tu n'as pas choisi. Bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Et je veux dire, regarde, c'est le principe autrefois aussi du service militaire, cette même logique. Tu te retrouves avec des gens que tu n'as pas choisis, qui n'ont rien à voir avec toi, qui viennent d'autres régions de France, qui ont d'autres choses à dire. Et quand même, parfois ça va être des amitiés qui vont durer toute la vie et ça va être des choses, des gens que tu vas pas forcément garder près de toi, mais que tu auras toujours plaisir à revoir après. Et tous ceux nous, les amis suisses qu'on a, là on passe le bonjour à la cartouche et à d'autres, et tous ceux qui ont fait leur service militaire en Suisse, ils nous ont toujours dit ça, c'est des amitiés, c'est un brassage intéressant, etc. Et une entreprise, c'est la même chose parce que tu as des gens dans une grosse boîte qui ont fait des grandes écoles, tu as des autodidactes, tu as des gens qui ont fait des écoles moyennes, tu as des gens qui ont commencé tout en bas, tu as des gens qui vont rester tout en bas, tu as des intérimaires, enfin, tu as plein de choses, tu as des jeunes, des vieux, enfin, c'est un brassage qui est quand même vraiment stimulant et salvateur pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que tu as plein de gens, ils ont des maladies ou des accidents de voiture par exemple ou de vélo quand ils passent à la retraite parce qu'en fait ils sont en fait socialement ils sont en chute libre en fait, ils sont dans une espèce de dépression sanctuarisée par l'État. Ça c'est quand même et ça les emmène vers la mort, voilà. Bon bah voilà, c'est super joyeux comme podcast. Exactement. Exactement. Alors du coup, tu sais, on n'a pas parlé du tout de l'actualité de l'euthanasie au sens où est-ce qu'il y a des romans ou des œuvres qui te semblent aller vers l'euthanasie que tu as envie de partager. Et si alors, me parle pas du suicide de Socrate, essaye de trouver un truc plus récent que ça peut-être. Bah en fait tous les livres qui parlent de suicide, y en a dans le tas qui s'intéressent. Enfin en fait quelque part toute cette question de l'euthanasie, je sais pas, je trouve que les gens la prennent par des bouts qui sont un peu bizarres en fait. T'as des gens qui pensent que le débat sur l'euthanasie, c'est est-ce qu'on va forcer certaines parties de la population pour des raisons en fait eugéniques à ne pas exister. Et je pense qu'on va droit là-dessus, hein. Honnêtement, moi c'est mon avis sur ce sujet-là. Oui, mais c'est pas exactement ce qui a. Enfin, en fait, tu peux. Je pense. C'est pas ce qui a été voté pour l'instant. C'est pas ce qui a été voté. Et si tu veux, je pense que ce qui a été voté suffit normalement pour un chrétien à te poser déjà des questions, tu vois. Le simple fait que le suicide soit quelque chose qui soit organisé, c'est déjà un truc bizarre en fait. Je sais. Ouais. Et j'ai entendu une petite intervention de Sandrine Rousseau qui essayait de nous faire pleurer parce que sa mère était apparemment décédée dans des souffrances relativement Alors, lourdes. Attends, stop. La mère de Sandrine Rousseau était contrôleuse fiscale, d'accord ? Voilà. Ma pitié chrétienne, je suis pas un saint, donc ma pitié chrétienne pour l'instant, elle s'arrête à la porte d'entrée du fisc, d'accord ? Tous les gens qui ont pactisé avec cette entité démoniaque, eh ben, ils en payent le prix et je pense qu'elle continue à souffrir dans la GN, voilà.
Et l'apôtre Matthieu, alors qu'est-ce qui se passe Non, mais en fait, comme j'ai dit, tu vois, comment dire, je travaille sur moi pour, tu vois, pour pardonner à ceux qui nous ont offensés, etc., etc. Mais il y a des niveaux d'enfance, tu vois. Le mec qui m'a marché sur le pied dans la rue, je peux lui pardonner plus facilement que le fisc, qui est quand même l'instrument de la domination de la petite caste politique sur la France aujourd'hui et de la destruction de la France. Donc en fait, c'est l'arme du crime en fait. Le fisc, c'est littéralement le gun qu'on pointe sur la tête des Français tous les jours. Donc excuse-moi, j'ai du mal à leur pardonner pour l'instant. Tu veux dire que finalement le karma pour toi c'est une notion qui est acceptable d'un point de vue chrétien? Non, c'est pas acceptable. Et en fait, ce que je te dis là, c'est justement, je te parle des faiblesses de ma compassion, tu vois. D'accord. Des faiblesses, voilà. Je te confesse un péché. J'ai pris ta confession et tu nous feras une dizaine de paternosters pour te remettre sur le bon pied. Non, mais, je reviens sur mon histoire. Voilà, reviens sur Sandrine Rousseau et elle ne t'y attarde pas trop. Elle nous a un peu fait un tire-larme pour nous dire qu'elle aurait préféré que ça ne se déroule pas comme ça. Et son alternative qu'elle nous a peint avec des termes très roses, qui moi m'a un peu dérangé, c'était ah bah j'aurais voulu qu'on fasse une sorte de réunion de famille tous ensemble et que les petits-enfants et mamie se retrouvent tous ensemble pour appuyer ensemble sur le bouton de la gâchette de la seringue. Oh, je peux venir aussi s'il vous plaît. Une contrôleuse fiscale, vite, est-ce que je peux venir s'il vous plaît? Et j'ai pas compris en fait, c'est-à-dire que déjà qu'il y a des trucs de famille qui sont joyeux, qui peuvent assez vite devenir cringe. Je pense à certains mariages, je pense à certains baptêmes, certains événements de famille en général. T'imagines la scène de famille où tu ramènes les petits-enfants qui sont en train de scroller sur TikTok et tu leur dis bon écoute il y a mamie, oui tu te souviens pas d'elle mais en fait il va falloir que tu appuies sur le bouton pour que il se passe ceci, cela. C'est horrible en fait. Pourquoi? Pourquoi? Non mais c'est horrible. Et en fait, je sais pas si t'as vu, ils ont fait moi un des détails qui me fait dire qu'on va vers une mise à mort légale de tout un pan de la population, c'est qu'ils ont quand même fait passer un amendement, j'ai vu passer ça, où en gros la famille n'a pas le droit de s'opposer et de faire un recours face à la décision de mourir, enfin de se suicider. C'est-à-dire qu'en fait... oui, c'est le délit d'entrave, là, c'est ça. En fait, mais c'est l'individualisme maçonnico-républicain dans sa plus pure expression. C'est-à-dire que ta vie ne t'appartient qu'à toi. Ta vie n'appartient surtout pas aussi à tes parents, à tes enfants, à ton conjoint, à tes amis, à tous les gens qui peuvent tenir à toi. Ta vie, c'est pas du tout une espèce d'entreprise dans laquelle t'es le président, directeur général, mais pas forcément l'actionnaire majoritaire. C'est forcément toi qui as 100% des parts. Ta vie, c'est une SASU. Voilà, ta vie, c'est une SASU. Si tu veux déposer le bilan, tu peux. Non, mais excuse-moi, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème avec cette façon de voir les choses. Et puis, pareil, je veux dire, t'as des tas de gens qui peuvent considérer que leur vie est terminée et qu'ils n'ont plus de raison de continuer parce qu'ils ont une maladie grave, etc., etc. Il y a des tas de gens qui, après, ont des rémissions, ont des moments d'accalmie, ont des sursis, on trouve des traitements, on s'aperçoit que c'était un mauvais diagnostic. Enfin, on va au-devant de catastrophes. Et même s'il y en avait une sur 1 million, ça justifierait qu'on arrête cette loi. Alors, c'est comme il y en aura bien plus que ça, et bah, c'est sûr que... Bref, c'est terrible. Là-dessus, c'est terrible. Moi, en fait, je pense que si tu veux, il n'y a même pas besoin d'aller sur une sorte d'argument de la pente glissante, de qu'est-ce qui va se passer si, dans un futur, machin. En fait, moi, je trouve qu'on a une position schizophrène sur le suicide en général, en fait. C'est-à-dire que on te dit, il y a un observatoire de lutte contre le suicide, on te dit c'est terrible, il y a des gens qui se suicident, etc. Et là, on te met en place des modalités pour faciliter les choses pour ceux qui le souhaiteraient. Comme si, tu sais, en fait, quelque part... C'est la salle de shoot. C'est la salle de shoot. Au lieu de lutter contre la drogue, tu vas mettre des salles de shoot, quoi. C'est vraiment la même logique. Et je pense, en fait, quelque part, ça s'arrête là. Tu vois, la discussion, c'est pas la peine d'aller chercher Enfin, il y a des sous-amendements, il y a des trucs intéressants là-dedans. Mais en fait, le vrai clivage, il est entre les gens qui considèrent que le suicide est un truc qui est problématique et ceux qui considèrent que le suicide, ça fait partie de tes possibilités en tant qu'être humain, en fait. Et je ne vois pas très bien, même indépendamment d'une morale chrétienne, alors il y a des très très bons arguments contre le suicide chez Chesterton, mais il y en a, enfin, même en dehors de ça, pour moi, je vois pas comment on pourrait considérer le suicide très différemment d'un point de vue athée du meurtre, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait dire c'est terrible de tuer des gens, mais en fait, se tuer toi-même, c'est ok. Pourquoi Après, c'est un argument qui est dangereux parce qu'il y a des tas de cas où on peut te justifier le meurtre théologiquement. Notamment dans les cas de guerre, ça a été fait dans les guerres saintes, ça a été fait dans la légitime défense. Oui, mais là je me plaçais pas dans un point de vue théologique, là je me plaçais dans un point de vue athée, laïcard. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Oui, une espèce de morale kantienne absolue, oui, effectivement. Ouais, je vois. C'est-à-dire que en fait, du point de vue, parce que d'un point de vue chrétien, il y a une espèce d'explication de la différence en fait.
C'est toute la distinction entre le martyr et le suicide, en fait. Et il y a une vraie différence entre les deux, il y a des vraies explications. Et typiquement, Chesterton a une formule assez punchlinesque sur le sujet. Il te dit, le grand crime du suicidé, c'est que avec lui-même, il a tué tout le monde, en fait. C'est-à-dire que en se tuant lui-même, il a aussi tué tout l'univers qui l'entourait, etc. Bon. Donc, en fait, il a fait péter une grosse bombe au milieu de la pièce où il y avait tout le monde, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. Un suicide. Et même ceux qui s'en sortent, qui survivent à cette bombe et qui ne sont pas tués par la déflagration de chagrin, sont des gens qui après devront vivre avec les cicatrices de cette explosion. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est absolument abominable. Et en fait, enfin. N'importe qui, d'ailleurs, tu remarqueras que ça s'est passé dans un espèce de temps médiatique finalement relativement restreint à cette histoire-là. Oui, ça m'a étonné d'ailleurs, parce que je m'attendais à un débat qui traîne sur 6 mois, 9 mois. Mais tu sais pourquoi? Parce que à mon avis, ils ont donné des consignes parce qu'ils veulent surtout pas que ça nous fasse une espèce de manif pour tous bis. Ils se sont dit, en fait, tu vas avoir tous les chrétiens qui vont s'unir, et là, pour une fois, ils auront toutes les raisons de s'unir avec les juifs, les musulmans. On va avoir une espèce de front, et puis simplement les humanistes, les vrais authentiques humanistes, au-delà de toutes les religions, qui vont s'unir. On va vraiment l'un dans l'autre. On doit bien être à 75% de la population. Donc je pense qu'en vrai, le suicide, on peut te raconter ce qu'on veut dans les instituts de sondage, c'est une espèce de délire qui renvoie à des vieux boomers, parce que c'est ça aussi, c'est une société qui est très vieille, c'est pour ça qu'elle tolère ça, et ils représentent 25% de la population maximum, des boomers et des zoomers débiles. Voilà, c'est des scrollers de TikTok et des toucheurs de retraite depuis 40 balais qui veulent ça, en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu jouir sans entrave jusqu'au bout, en fait, qui parle à cette population. C'est le boomer final. Là. C'est en gros les gens qui jusqu'au bout veulent pas de contraintes, veulent pouvoir se dire qu'ils ont la possibilité à tout moment d'appuyer sur un bouton et que tout s'arrête. Et que... Mais tu l'avais déjà. Enfin, je veux dire, si tu veux acheter un Glock et te tirer une balle dans la tête, tu peux. En fait, genre, ça s'appelle le suicide, tu vois. Et c'est pas comment dire. Oui, et c'est pour. On va pas enfermer ton cadavre en prison. En fait, si tu veux, pour moi, c'est une sorte de sous-catégorie de ça. C'est si jamais tu es dans des conditions de santé telles que tu ne peux pas faire ce que tu viens de dire. On a une option pour toi et c'est le staff médical qui va s'en charger, en fait. Mais tu sais, après, comment dire. Alors là, c'est pour le coup, je vais dire un truc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est intéressant. Peut-être que tu seras pas d'accord avec moi d'ailleurs. En fait, il y a pas longtemps, pour une vidéo, du coup, je me suis replongé dans Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Et tu sais, au début de Sur les chemins noirs, il tombe d'un toit. En fait, parce qu'en fait, sa mère vient de mourir, il fait un peu le kéké, il boit trop d'alcool et il tombe d'un toit. Il se réveille 10 mètres plus bas. Et donc on le transfère au CHU et en fait au début on lui dit que il pourra pas remarcher. Bon, finalement il va pouvoir remarcher et justement il va faire tous les chemins noirs, c'est tout le voyage qu'il fait en France après pour célébrer le fait de pouvoir remarcher après un accident pareil, même si il a des cicatrices et notamment il est hémiplégique au niveau du visage, il a la bouche qui est à moitié paralysée. Il a perdu l'odorat aussi, du goût, enfin c'est pas du tout sans conséquence. Et en fait, il dit à un moment au début, si j'avais été cloué en fauteuil roulant, ma vie se serait limitée, ce qui reste de ma vie se serait limité à ramper jusqu'à un 9 mm pour me tirer une balle dans la bouche. Et en fait, si tu veux, que des gens soient désespérés dans la vie et qu'ils aient un besoin d'en finir, soit eux-mêmes, soit en faisant appel à des gens, et qu'il y ait une certaine forme d'hypocrisie sociale qui entoure ça pour dire on sait pas trop comment il a trouvé ce pistolet, mais en tout cas il pouvait plus supporter la douleur, il s'est suicidé. Moi en fait, si tu veux, je peux comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec ça, mais je peux vraiment le comprendre et le tolérer. En revanche, que ce soit l'État qui sanctifie ça et qui dise ok ça passe, etc. Moi ça me va pas. Tu vois la distinction que je fais là-dessus? Oui, il me semble que, c'est quelque part c'est le moment où l'État rentre dans le processus que ça commence à poser un peu un problème en fait. Exactement. C'est-à-dire que des gens individuellement fassent des trucs. Voilà. C'est pareil que par exemple, tu pourrais dire la même chose pour, je sais pas moi, des violences conjugales par exemple. Tu pourrais dire, il y a des gens qui font des violences conjugales, c'est triste, mais c'est comme ça. Il y a des histoires, peut-être que on arriverait à comprendre en cherchant un peu, tu vois. Bon, mais l'État qui cautionne le truc, ça pose un peu un souci. Et... tu veux dire parce que tu veux dire dans le côté il tape sa femme parce qu'il a eu une enfance difficile. C'est ça que tu veux dire. Ça. Parce que quand l'État s'immisce dedans pour dire en fait je vais envoyer des flics qui vont arrêter ou ratonner le mari violent ou le conjoint violent d'ailleurs qui que ce soit, là pour le coup ça me dérange pas que l'État s'immisce. C'est dans le discours relativiste qu'il y a un problème. C'était plutôt dans le côté un peu
excusatoire de ah non mais en fait Oui, c'est ok, on est d'accord. il y a Oui, des on est gens d'accord. qui et on a plein de trucs comme ça en fait, Ouais. tu vois, je veux dire, franchement là tu regardes un petit peu, d'ailleurs c'est marrant parce que plus le temps passe et plus il y a des choses qui sont tolérées alors qu'elles devraient pas être tolérées en fait, Oui, de toute notamment façon, la société moderne, c'est abaisser ses standards en permanence. Donc, tout on ce ne qui pas est tolérer des trucs. dans le monde de la justice. Là tu commences à avoir des trucs où si tu veux globalement on te file 3 mois de sursis quand tu as fait des trucs gravissimes. Bon, Ouais. et donc dans ces cas-là je trouve toujours un peu étonnant que mais c'est pas exactement la même chose de entre guillemets fermer les yeux et de Ouais. cautionner le truc en disant mais on va vous mettre en place ce Activement, qu'il faut ouais. pour. Ouais, Et là j'ai exactement. l'impression qu'on est un peu là-dedans et c'est ça qui est à mon sens le plus gênant. Et d'ailleurs je vois pas, enfin bon, Après, moi, je sais pas suis premier comment à on va dire sortir de que. cette séquence en fait. Je soupçonne que ça va aller assez vite. Ils vont mettre en place un peu tous les trucs classiques qui permettent d'éviter qu'il y ait de la contestation sur ce genre de choses. Et je présume que on va nous sortir un autre truc de société dans 1 an ou Oui, deux. oui, Et oui, puis on tout à fait. passera d'une séquence à une autre. Et c'est un peu le côté, tu sais, Fabian Society qui se répète de petit à petit, on glisse d'un sujet à un autre à l'infini. Et en fait, les gens, au bout de 4-5 sujets, ils ont oublié et ils considèrent que c'est normal finalement. De la même Tout à manière que fait. tu as des C'est gens oui, qui c'est te exactement disent ça. ça, ça a été. Tu vois, typiquement les débats sur que ce soit la peine de mort, l'avortement, etc. Des trucs. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose qu'il faut réexaminer là tout de suite. Mais c'est tous ces débats-là. En fait, aujourd'hui, tu prends les moins de 40 ans, globalement, personne s'est jamais posé la question de dire est-ce qu'il faut d'urgence réouvrir ce genre de sujet. Ouais. Parce Et que c'est en comme plus, ça, on l'a toujours connu, alors, donc voilà. t'as mis sur le même plan l'avortement et la peine de mort, et pour moi, c'est une erreur parce que, en fait, je pense que t'as une majorité de gens dans la réalité de la France. Si on pouvait vraiment faire un vrai sondage, pas un sondage pipeau comme on a tout le temps, si on pouvait faire un vrai sondage, je pense que t'as une majorité de gens qui sont favorables à l'avortement. Après, on peut regarder dans quelles conditions, enfin, au droit à l'avortement, tu vois, au moins pour certains cas précis, etc. En revanche, je pense qu'il n'y a pas moyen de trouver une majorité de Français qui sont favorables à l'abolition totale de la peine de mort dans tous les cas. Je pense que tu trouveras toujours au moins 55% de Français qui veulent rétablir la peine de mort, au moins pour certains crimes graves, tu vois. Et ça, c'est mon avis. Oui, et puis je vais être honnête, moi je considère que la peine de mort, en fait, elle existe encore, c'est juste qu'elle est planquée. Tu regardes les histoires un peu de quand tu as des trucs terroristes. Enfin, Salah Abdeslam, il est encore vivant, hein, si tu Oui, veux, hein. d'accord, À mais partir de là, il y a un problème. En fait. combien de fois est-ce que tu as des types, pas de chance, ils ont été suicidés, on va dire, dans le process Ouais, de les arrêter. Bon, ouais, euh, ouais. tu peux toujours te poser T'avais la vu cette question de histoire, savoir si, bon, ok, c'est peut-être mais parce que... ça avait fuité pendant le mandat Hollande. Mais en gros, quand il y avait des djihadistes français en Syrie, il avait donné des consignes pour qu'on les drone avant qu'ils rentrent en France. Parce que tant qu'ils sont sur le champ de bataille, c'est des traîtres et on peut les flinguer. S'ils reviennent en France, ils vont finir par toucher la CAF dans un HLM en fait. Et radicaliser bien tout le bloc là autour d'eux. Et voilà. Et donc t'avais des ordres de Hollande qui avaient un peu fuité dans la presse à l'époque, où il disait en gros flinguez-en un maximum avant qu'ils rentrent, quoi. En tout cas, je pense qu'à l'extérieur, ce genre de truc n'a à peu près aucune limite. C'est-à-dire que Ouais. on considère que c'est normal, que chaque État peut donner des consignes avec des gens qui considèrent être dangereux, etc. Par contre, je pense qu'à l'intérieur du pays, c'est un peu plus encadré quand même. Mais encore une fois, tu as une intervention du GIGN et pas de chance. On avait peut-être moyen de faire en sorte que le type s'en sorte, mais bon, pas de chance. On l'a eu enfin, il a passé l'arme à gauche dans l'opération. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en Ouais. scandalisent pas plus que ça. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais tu vois, ce qui est scandalisant, c'est que par exemple, un type comme je disais Salah Abdeslam avant, mais même Jawad l'hébergeur, si tu veux. Parce qu'en fait, Jawad l'hébergeur, les gens le connaissent pour m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, qui était une séquence Ouais. clownesque et guignolesque qui a presque fait rire et presque ajouté de la légèreté dans un moment tragique. Mais en vérité, c'est un type qui sortait de prison avant parce qu'il avait massacré un de ses potes avec un hachoir à viande et il avait pris seulement 8 ans, dont 4 fermes, enfin un truc comme ça. Enfin, tu tues quelqu'un avec un hachoir à viande, en fait, tu prends quelque chose entre les travaux forcés à perpétuité et la peine de mort. En fait, il n'y a pas de. Enfin, Surtout voilà, qu'on peut pas ou alors, il y a un truc que j'ai on pas peut compris. pas trop dire que c'était sur un malentendu, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, en plus, je crois qu'ils avaient retenu à donner la mort sans intention de la donner. Excuse-moi, quand tu prends un hachoir pour frapper ton pote avec, je pense que, tu vois, c'est pas exactement comme si tu lui avais mis une droite ou que même tu avais Ouais, mis un c'est coup ça, ouais. de fer à repasser, tu vois. C'est quand même un niveau très au-dessus, quand même, le hachoir à viande. Donc, écoute,
quelque part, je trouve que symboliquement, il y a quand même quelque chose d'une fin de société et d'un monde qui se désagrège définitivement, et qui désagrège toutes les valeurs humaines et humanistes qui ont fait sa grandeur dans cette loi sur l'euthanasie. Je ne sais pas si les gens ont un avis là-dessus et qui veulent l'exprimer en commentaire, mais pour moi, c'est assez clair, quoi. Je ne vois pas comment on peut aller encore plus loin dans cette... Enfin si, on peut toujours élargir ce droit à mourir jusqu'à en faire une obligation, mais fondamentalement, tous les prérequis philosophiques sont là maintenant désormais. Oui, et puis on voit assez bien comment, tu sais, c'est des grignotages petit à petit. Donc, une fois qu'on t'a fait accepter un truc, on peut toujours te dire, mais attendez, vous aviez pas bronché à l'époque de ça. Pourquoi d'un seul coup ça vous embête? Ouais. Mais c'est la technique de la grenouille, ouais exactement. Ouais, ouais, bah écoute, c'est terrible. Est-ce que tu veux qu'on parle qu'on reboucle un peu sur de la littérature pour finir sur une note quand même un peu plus... Ouais, vas-y, propose-nous un truc un peu plus léger là, un peu plus sympathique. Alors, sur la mort, ça va être compliqué. Je pourrais te parler des morts symboliques aussi, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué. Tu sais, dans les romans, il y a des tas de moments où les personnages traversent des épreuves symboliques qui symbolisent une espèce de mort et de résurrection. Ouais, vas-y, c'est intéressant. Ouais. Bah, t'as des cas avec Jean Valjean, par exemple, dans Les Misérables. Tu sais, t'as le fameux épisode où Jean Valjean porte Marius dans les égouts et le sort des égouts. Donc il y a le moment où il va dans les entrailles de la terre, il se met à la... Enfin, plusieurs fois, il risque d'être tué. À la fin, il risque d'être capturé. Et finalement, c'est... comment il s'appelle ? C'est Javert qui va le laisser partir. Et en fait, il y a cette espèce de renaissance après qui va permettre quelque chose de très fécond, c'est elle va permettre que Marius et Cosette se marient, qu'ils soient heureux, etc. Et lui va s'effacer à peu près totalement à partir de là et ne revenir que sur la toute fin du roman. Mais je ne vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore lu cette masterclass. Mais en fait, tu vois, tu as cette espèce d'effet où le personnage... Et on pourrait dire d'ailleurs qu'il est déjà mort et revenu à un autre moment dans le roman, c'est quand il retourne au bagne et qu'il en ressort, puisque avant il est un personnage public qui a bien réussi dans les affaires, etc. Et après, il sera toujours riche, mais beaucoup plus caché, beaucoup plus... il sera toujours en fuite, en fait. Il sera toujours un fugitif. Et je pense que c'est une logique qu'on peut étendre à d'autres œuvres et à d'autres logiques, et y compris dans d'autres sous-genres. Hein. Je pense qu'en SF, on pourrait trouver des trucs comme ça. Dans les mythes aussi, on pourrait trouver des trucs comme ça. Dans le conte de Monte Cristo, tu as un truc un peu similaire aussi. Je sais pas si tu avais envie de l'évoquer, mais... Non, mais j'y ai pas pensé, mais t'as raison. Oui, tout à fait. Parce que c'est exactement. Un peu ça, c'est un peu le retour qui permet la vengeance, et la vengeance, elle est calculée aux petits oignons. Et tout à fait. Et il y a un côté mort symbolique. Des coups de billard à 5 bandes. D'ailleurs, au passage, le film, je sais plus, je crois qu'on avait parlé de ce film, mais moi je l'ai trouvé assez sympa en fait. Hein. Alors, le film, honnêtement, il y a des gens qui ont voulu le vendre comme un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il fait passer un bon moment. Et si t'as pas envie de lire le livre et que tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans, bah en fait, ça te... je suis pas d'accord là pour le coup. Là pour le coup, je suis pas d'accord parce que c'est un film qui pour moi n'est pas du Monte Cristo, au sens où sur la fin, sur les trajectoires des personnages, sur où est-ce qu'ils finissent, sur ce que le conte devient à la fin, ça c'est du grand n'importe quoi. Enfin, d'accord. Dans ce sens-là, oui. En fait, il est parti d'un matériau original, il a fait un truc intéressant, mais qui est plus vraiment du Monte Cristo. Ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment à regarder le film et que je le recommande pas, mais ça veut juste dire que non, c'est pas du tout l'espèce de banger absolu qui fait la synthèse du livre monumental, enfin des 2 tomes monumentaux dans un film de 3 heures. Non, c'est pas le cas. Et puis bon, il y a Pierre Ninet. Alors honnêtement, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que bon, je m'imagine pas exactement le conte sous les traits de Pierre Ninet. Tu vois, je pense que un Jean Dujardin ou un Lelouch ou tu vois aurait été beaucoup mieux pour jouer ce personnage-là. Tu vois, il fallait plus un personnage un peu un colosse. C'est un bagnard quand même. Tu vois, c'est un mec qui. J'avoue que l'idée que Pierre Ninet résiste à des années de bagne m'a paru un peu douteuse, mais je sais pas pourquoi il y a. Enfin, tu vois, ça fait partie des quelques acteurs avec Timothée Chalamet. Il y en a quelques-uns comme ça, je trouve. Je sais pas pourquoi ils sont autant mis en avant. Parce que Chalamet dans Dune, c'est pareil. Moi, ça va, franchement, ça va. Au contraire, c'est un jeune homme et tout. Ça peut matcher avec le bouquin. Ouais. Moi, c'est vrai que je l'aurais vu un peu moins androgyne dans le bouquin, mais honnêtement. Enfin, ça c'est de la subtilité personnelle. Honnêtement, je trouve que pour le coup, son casting fait plutôt sens dans Dune. Mais après, ça n'empêche pas que c'est une énorme tête à claque. Hein. Ça, moi j'ai eu un peu du mal. Tu vois, sur le deuxième Dune, j'ai un peu eu du mal à l'imaginer comme étant. Ah oui, à la fin, quand il est charismatique. Un grand empereur charismatique avec une poigne pas possible. J'ai un peu pas trop cru. Tu vois, j'ai presque décollé de mon siège de cinéma. Là. En fait, si tu veux, il y a un tout petit souci, c'est qu'à la fin, tu sais, dans le duel, il affronte le Nabaron, l'héritier des Harkonnen. Et en fait, si tu veux,
le gars est 10 fois plus charismatique que lui. C'est-à-dire qu'il parle moins, il est cannibale, il met des coups de couteau secrets, il est tout blanc. En fait, si tu veux, il est beaucoup plus iconique que lui en fait. Et ça c'est terrible. Bon après, on est quand même content qu'il perde le méchant. Mais voilà, c'est quand même. Ça c'est ton côté bon chrétien qui revient. Ça c'est pas exactement. mal. Parce qu'en fait, à partir du moment où le mec mange des autres êtres humains, si tu veux, j'avais un petit blocage psychologique sur son mode de vie. Je dois dire que là, c'est comme le fiscaliste, enfin, pas le fiscaliste mais le contrôleur fiscal, tu vois. Ça dépasse les limites de ma pitié. Eh ben écoute, c'est noté. Est-ce que tu m'autorises une petite transition, parce que tu vois, c'est le cannibalisme, ça fait partie des sujets qui sont brièvement abordés dans le livre sur l'eugénisme de Chesterton. Vas-y, parle-en. Et en fait, non, parce que ça fait partie des derniers trucs que j'ai relus là aussi. Et j'ai passé un très bon moment à relire ça, parce que si tu veux, en fait, il s'attaque à ce qu'il appelle les casuistes. C'est-à-dire en gros ces gars qui te trouvent toujours des exemples super spécifiques pour essayer de te vendre que en fait tu es d'accord avec eux mais tu ne le sais pas, ça dépend des cas particuliers. Oui, c'est ça, en fait il faut toujours regarder le cas en fait c'est ce qu'on reprochait aux jésuites et ce qu'on a reproché au pape François d'ailleurs, de faire ce genre de logique, et ça a donné oui dans certains cas les homosexuels machin truc, en fait on comprenait plus ce que l'église avait dit sur ce sujet là, tu vois. Ouais, et alors du coup il prend alors, tiens, je peux même te le citer, j'ai sous les yeux. Un avant-premier, un avant-goût là. La prochaine secte d'objecteurs superficiels est encore plus irritante. Je les ai appelés dans l'immédiat les casuistes. Supposons que je dise, je désapprouve cette propagation du cannibalisme dans les restaurants de la West End. Quelqu'un finira certainement par dire, eh bien, après tout, Éléonore d'Aquitaine, en suçant le sang du bras de son mari, était une cannibale. Que doit-on répondre à ces gens ? Putain, on les voit tellement. Le journaliste France Culture qui te dit qu'il y a toujours eu des woke. Exactement. Même en l'an de grâce 1204. Putain, c'est insupportable. On ne peut que dire, contentez-vous de sucer du sang empoisonné dans les bras des gens et je vous autoriserai à vous revendiquer du titre glorieux de cannibale. Ouais, mais c'est tellement juste. C'est exactement ce qu'on disait l'autre fois, tu sais, sur le paradoxe de l'eau. Genre, définis-moi l'eau. Bah, l'eau, ça bout à 100 degrés, oui, mais le lait aussi, ça bout. L'eau, ça désaltère, oui, mais le coca aussi, ça désaltère. Enfin, tu vois, tu peux dérouler longtemps le sujet. Et en fait, c'est exactement la même chose, quoi. Les mecs te trouvent des parallèles entre des trucs qui n'ont rien à voir pour te dire que finalement, t'es d'accord avec eux. Mais bref, voilà. Donc, je pense que ça serait. Enfin, à mon avis, ça va plaire à pas mal de gens. J'en profite pour le signaler. J'ai un très généreux abonné qui a évoquer la possibilité éventuellement de subventionner l'impression de ce livre, et c'est assez incroyable pour être signalé et pour mériter des remerciements publics. Donc voilà, je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'il écoute régulièrement notre podcast. Mais vous allez le faire pour de vrai, ou c'est juste encore en égo, ou c'est juste une proposition qu'il a faite gentiment comme ça mais à laquelle t'as pas donné suite? Il m'a proposé et ça m'a l'air d'être, enfin il m'a donné son accord de principe pour le faire, donc d'accord. Et il financerait toute l'impression ou il financerait l'impression du premier tirage, quoi. Donc Ok, sans attendre de retour du tout sur les ventes ou quoi? Bah écoute, c'est ce qui s'est dit. Bon, alors après, tu vois, c'est des négos. Alors là, est-ce qu'il s'appelle Pierre-Édouard Sterrin, ou est-ce que t'as... Non, absolument pas. D'accord. En fait, il y a d'autres gens généreux en fait dans le reste du monde. Ouais. Tu vois. Non, mais en fait, surtout, je crois que Sterrin n'est pas très généreux. Enfin, si, certainement, mais je veux dire, il n'est pas très généreux au sens où on n'arrive pas trop à savoir ce qu'il finance pour de vrai, puisque tous les mecs qui bossent avec lui ne veulent pas le dire. En fait, c'est le mec sulfureux, mais on peut pas vraiment citer les trucs sulfureux qu'il a fait finalement. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Oui, et puis je sais pas, moi j'ai dans les trucs, parce que comme il y a eu, enfin on en a parlé un petit peu, mais il y a des chiffres qui sont sortis pour dire que soi-disant il allait financer des montants pharaoniques en centaines de millions d'euros. Ça m'a paru pas du tout collé en fait avec les ordres de grandeur. Enfin je veux dire, honnêtement, 100 millions d'euros, tu commences à avoir une chaîne de télé H24 qui tourne à plein régime, tu vois. Je veux dire. Oui, mais après tu oublies qu'on est en France, donc déjà tu donnes 100 millions, l'État en prend 70. Donc si tu veux, il te reste plus que 30 millions. Est-ce que tu arrives à faire ta chaîne avec ça, tu vois? Je sais pas, non mais en fait si tu veux, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi de la désinfo dans les médias en fait là-dessus, parce que ça colle pas avec l'ordre de grandeur de ce qu'on voit, tu vois. Moi pour l'instant ce que j'ai l'impression c'est que ça finance gentiment quelques petites initiatives à droite à gauche qui ont l'air bon voilà sympa, mais quand même de petite envergure. Je pense que si au total ça représente 100 personnes, c'est vraiment le bout du monde, et on est très très loin des 100 millions quoi. Enfin je veux dire
Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Bon, écoute, en tout cas, très très beau comme d'habitude, hein, les punchlines de Chesterton. Ça régale, franchement. Ouais, ça régale. Alors après, est-ce que les gens ont envie de lire ça cet été? Bah écoute, moi j'espère aussi parce que à la Giberne on mise un peu là-dessus. Et c'est la première fois que c'est moi qui fais la grand trad. sujet. Je le précise aussi parce que Ah, c'est vrai, il y a ça, ouais, effectivement. Ouais. d'habitude c'est mon comparse Radou qui fait les trades. Là, il est à fond sur Scruton, donc si tu veux, c'est moi qui me suis lancé dans l'aventure de la trad et donc bien sûr il va relire quand même derrière parce que je voudrais surtout pas que les gens aient un mauvais livre à la fin, mais je pense que quand même ça sera pas mal. Radou, les gens le mesurent pas forcément pour ceux qui ne connaîtraient pas assez l'écosystème carmin, mais c'est une énorme tête, c'est-à-dire qu'il parle un nombre de langues faramineux, je sais plus si c'est 6 ou 8, mais c'est quelque chose comme ça. Et en fait, la dernière fois, il me disait quand même que c'était simple d'apprendre une nouvelle langue parce que à partir du moment où tu as 3 ou 4 langues latines, toutes les autres se ressemblent et donc tu peux apprendre en quelques jours, quoi. J'étais là, bon, calme-toi frérot, je pense que c'est toi qui as des dispositions particulières quand même. Et puis en fait, ce qui n'est pas évident dans ce genre de traduction, c'est que si tu veux, il y a toujours des petites références un peu planquées à des philosophes ou à des trucs de son époque ou machin, et c'est ce côté-là qui est pas si simple en fait, mais bon, moi je le fais sérieusement et je pense que les gens vont passer un très bon moment à le lire. J'essaie de rendre ça fluide, donc voilà. Bah, écoute, quelles sont les actus côté Giberne? Vas-y, raconte-nous un peu aussi. Côté Giberne, écoute, comme j'ai dit, nouveau roman qui va arriver. Donc il y aura un roman à la rentrée littéraire, il y aura un roman là qui va arriver courant juin, qui sera un thriller teinté de SF sur fond de nietzschéisme, qui abordera des thématiques liées à la mort, liées au destin, liées à l'apocalypse, liées au déterminisme, enfin beaucoup de sujets, j'allais dire lourds, mais plutôt des sujets importants, des sujets graves au sens dignitas et de gravitas, tu vois. Et c'est des thématiques que les lecteurs de romans connaissent bien, mais qu'on a réussi quand même, je pense, à aborder d'une façon vraiment nouvelle, quoi, vraiment quelque chose qu'on croise pas facilement à côté. Donc voilà, on espère que ça plaira aux gens et que ça les régalera. Et puis je le tease à chaque fois, mais la collection Héritage avance bien. Quand on va débarquer, voilà, on sera prêt à casser la baraque. Et puis je commence vraiment moi aussi à être entouré non pas de Radou, mais d'un certain panel de bibliophiles qui me font remonter des ouvrages justement qui pourraient rejoindre la collection. D'ailleurs, si vous en connaissez précisément des références précises, n'hésitez pas à les faire remonter. Nous, vraiment, on prend toutes les références et on va regarder, et on a déjà découvert des trucs vraiment intéressants grâce à des retours qu'on a eu comme ça autour, parce qu'il y a un vrai côté chasse au trésor, un peu collaboratif, donc n'hésitez pas à faire remonter. 90% du temps, vos idées elles marchent pas parce que soit le titre il est introuvable, soit le titre il est complètement périmé dans la forme, soit le truc il est pas libre de droit, soit le texte est vraiment morcelé, enfin voilà, c'est très compliqué. Mais dans les 10% qui restent, on a déjà découvert des trucs vraiment vraiment étonnants. Donc voilà, si vous voulez soutenir la maison, vous pouvez prendre des livres bien sûr, mais surtout vous pouvez aussi nous écrire sur ce genre de choses parce que c'est toujours intéressant. Et il y a quand même le côté nerd en littérature, on est très content de découvrir ça aussi. Enfin, je pense que tu as ça aussi quand tu tombes sur un texte, sur une annexe, tu te dis mais putain c'est incroyable, genre ça existe et tout. Parce que Carmin, il y a toujours des annexes dans les bouquins, et généralement, alors celle sur Belloc, elle était incroyable, celle sur Chesterton, elles étaient incroyables. Il y a quand même eu des trucs là je pense qu'il y aura des trucs incroyables aussi, hein, pour être honnête, parce que je suis en train de parcourir un petit peu les archives d'une conférence sur l'eugénisme qui a eu pignon sur rue pendant une vingtaine d'années, et les titres des papiers de recherche sont incroyables. Et si tu veux, les intros des papiers de recherche, il y a des trucs, mais genre tu te dis mais c'est pas possible quoi. Ça passe pas le contrôle technique, ouais. Ah non, mais t'as des trucs en fait, tu prends les plus énormes fascistes que tu puisses imaginer. Tu fais ça puissance 10 et tu as le début d'un discours qui est en fait scientifique, tu vois. C'est-à-dire le gars il est en mode voilà, alors pour des raisons scientifiques il est évident qu'il faut se débarrasser de nanana, et c'est incroyable. Franchement, il y a des trucs. C'est fascinant. Et est-ce que parce que Bernard Shaw lui il a peut-être il a pris des positions aussi. Ah oui, il adorait ça. Bernard Shaw c'est le grand ami ennemi de Chesterton, c'est-à-dire qu'ils s'entendaient correctement mais ils avaient été d'accord sur rien. C'est le Usul de son époque, tu vois. C'est vraiment en plus physiquement c'est un peu le Usul de son époque. Il se faisait pas sucer par des trans, mais à part ça tout colle. Franchement c'est raccord. Non mais il en avait parlé, il avait tout un délire parce que lui c'était un grand socialiste et il avait tout un délire de purification pour atteindre l'homme nouveau, de purification ethnique aussi. Et au passage, même un type en apparence vachement plus modéré comme Churchill a totalement milité pour l'eugénisme en fait dans les années 20. Il a fait passer une loi, il a essayé de faire passer une loi en 22 là-dessus en Angleterre.
Et en fait, c'est Chesterton qui a un peu mis un frein à tout ça. Bon, après, il se trouve qu'il y a la guerre aussi qui a bien sûr fini le boulot parce que derrière, les gens se sont rendus compte que ça pouvait mener à des dérives. Mais oui, non, il y a eu toute une période où pendant 15-20 ans, tout le monde pouvait librement décider qu'il supprimait tel ou tel groupe de population pour telle ou telle raison. Regarde même dans A Brave New World, le meilleur des mondes. T'as dedans cette idée que alors là c'est pas en tuant des gens, mais c'est en sélectionnant les fœtus et en les faisant croître d'une certaine manière qu'on va carrément détériorer volontairement certaines grossesses et optimiser d'autres pour avoir à la fin des gens qui sont naturellement la race supérieure, si j'ose dire, c'est naturellement des cadres sup, des alpha plus, et des gens qui sont naturellement des bêta, des gamma, des delta, des epsilon. Je sais plus jusqu'où ça va, je crois que ça descend jusqu'à epsilon, et vraiment à la fin c'est un espèce de nabo qui te tient la porte avec un QI qui doit être quelque part autour de l'orang-outan, tu vois. Et en fait, tu remontes jusqu'au cadre sup à 142 QI, capable de tout faire, etc. etc. Et en fait, tu avais vraiment des gens qui pensaient, qui réduisaient l'humain à un strict matérialisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a que de la matière, ouais, c'est ça. Et on peut sculpter la matière comme on veut, il suffit juste de connaître les bonnes hormones, les bons process, paf paf, la bonne recette de cuisine, et à la fin, on obtient ce qu'on veut. Et heureusement que ça n'est pas arrivé, mais tu vois, quand Huxley a écrit Le meilleur des mondes, c'est des choses qui parce que lui il vient d'une famille qui était très très bien introduite dans les milieux intello et les milieux politisés et même politiciens, et donc il savait qu'il y avait des gens qui planchaient sérieusement dessus à son époque, quoi. Bah, je crois qu'il me semble que c'est son père qui a été président de la Fabian Society, qui était cette espèce d'association gauchiste de l'époque. Mais les gauchistes un peu modérés, en fait. C'était le Parti Socialiste, quoi. En gros, les gars se disaient, on peut tout faire passer, il suffit de le faire suffisamment lentement et ça finira par passer. Et c'était ça un peu leur grand principe. Et à cette époque-là, ces gars-là planchaient sur effectivement les trucs d'eugénisme. Donc... Ouais, tout à fait. Et en plus, dans sa famille, il avait énormément de. C'était le plus littéraire de sa famille parce que toute sa famille, ils avaient des. Ils étaient dans la biologie. C'est une famille très darwiniste, pas darwinienne, mais darwiniste. Ils étaient vraiment versés dans les théories de l'évolution, ce genre de choses. Ils avaient des postes importants là-dedans. Donc, il y a tout un environnement autour de lui qui est vraiment central pour bien comprendre. Bon, en tout cas, c'est un super projet, magnifique. J'espère qu'on va pouvoir en reparler vite et j'espère que ça va hyper les gens. Abonnez-vous, activez la cloche, passez prendre des bons bouquins. Les liens sont en description si vous écoutez ça sur YouTube. Et puis, la semaine prochaine, mon cher Moss. À la semaine prochaine, mon cher Hussard, et j'espère en meilleure forme. Allez, ciao.